Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Du coup, on va commencer pratiquement à l'heure. Donc, ravie de vous accueillir. Petites informations sur les aspects techniques de ce webinaire. Donc, on est ensemble pour 1 heure et le webinaire sera enregistré. Donc, il y aura un lien disponible en replay pour les participants qui n'ont pas pu nous rejoindre. Pour information, vous avez un petit module sur l'affichage de la fenêtre de Zoom qui s'appelle Q et R que je vous invite à utiliser pour me poser des questions sur le déroulé de notre webinaire. On va s'organiser autour d'une petite trentaine de minutes pour brosser le tableau du sujet du jour et vraiment garder un temps conséquent pour pouvoir traiter vos questions et essayer d'y répondre ensemble. Avec Juliette, l'intérêt, c'est de faire une conversation au service de vos préoccupations. Juliette, je te laisse dire quelques mots sur Simone. Donc, je m'appelle Juliette, avec moi aujourd'hui et Sarah, je ne sais pas si tu t'es présentée, je crois pas que tu l'as fait. Donc, toutes les deux ce matin, on va vous parler d'holacratie. Je dis juste quelques mots sur notre scope pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc, on est 7 associés salariés, on est implanté à Grenoble depuis 3 ans et on pratique holacratie depuis un peu plus de 2 ans. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est vraiment imprégné de la culture, notamment agile, parce qu'on a commencé à faire de l'agilité il y a bien longtemps déjà. Donc, c'est vraiment une pratique qu'on a ancrée dans notre quotidien. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer de manière assez concise en quoi ça consiste et puis surtout de vous témoigner de ce que ça nous apporte, nous, en tant qu'entreprise, sachant que pour nous, c'est vraiment l'aboutissement de notre statut de scope. On est tous propriétaires d'un bout de notre entreprise et en fait, l'holacratie nous aide vraiment à aller dans ce sens-là. On a nommé le titre de notre webinaire « Les organisations opales » parce que c'est un vocabulaire qui est en général plus accessible pour les personnes qui ne connaissent pas bien le principe de ce genre d'organisation. Et donc là, l'idée ce matin, c'est de parler de ce sujet. Je te laisse introduire le sujet des organisations opales, Sarah. Ouais. Vous avez vu dans le titre du webinaire, donc on parlait d'organisation opale. Celui qui a théorisé ça, c'est Frédéric Laloux. Vous connaissez peut-être cet ouvrage-là, qui est la version illustrée de Reinventing Organization, qui a été vraiment un best-seller assez inspirant pour beaucoup d'entreprises et d'organisations, au sens où il décrit d'autres modes d'organisation vraiment structurels et du coup avec des nouvelles dynamiques relationnelles dans les équipes. À propos des organisations opales, Laloux est un peu le premier à théoriser ça. On peut retrouver un peu plus tard les écrits d'Isaac Getz sur les entreprises libérées. Ce que je trouve de tout à fait intéressant, c'est évidemment déjà d'avoir une première observation de qu'est-ce que c'est une organisation opale et comment est-ce que ça s'est mis en place, comment ça s'est construit dans des entreprises. Il y a notamment 3 exemples d'entreprises, d'organisations en tout cas, qui m'ont vraiment plu, qui ont retenu mon attention, qui sont décrites dans cet ouvrage-là. Si vous avez l'occasion de le lire dans sa version illustrée, c'est tout à fait digeste et intéressant. Je retiens notamment l'histoire des infirmières Burzog qui se sont auto-organisées aux Pays-Bas avec une organisation qui représente pratiquement 9000 personnes avec des cellules autogérées de 12 personnes. Donc là, on retrouve des inspirations qui me parlent au sens de la philosophie agile et de ce qu'on peut trouver dans le manifeste et les 4 valeurs principales de l'agilité. 2 autres entreprises qui m'ont beaucoup plu dans ce livre aussi, évidemment, c'est le témoignage de Morningstar, qui fait du jus de tomate aux États-Unis et qui a inventé un principe relationnel qui est le clou, donc le contrat de personne à personne au sein d'une organisation. Et enfin, l'équipementier Favi, qui est un industriel. Donc, en fait, on voit aussi que le secteur d'activité n'est pas forcément limité à des professions intellectuelles pour mettre en place une autre forme d'organisation basée sur de l'autonomie des personnes. D'ailleurs, Juliette, peut-être tu peux nous dire quelques mots à propos des caractéristiques qui sont identifiées par Laloux pour décrire ce qu'est une organisation opale. Avec plaisir. Donc, il nous dit, Laloux, que le premier principe, c'est l'autogouvernance. Les entreprises opales ont trouvé la façon de transformer les hiérarchies pyramidales et bureaucratiques en systèmes fluides et efficaces d'autorité distribuée et d'intelligence collective.
Donc ça, c'est le premier principe dont Lalou nous parle pour décrire les entreprises Opal. L'autogouvernance. La deuxième, il appelle ça la plénitude. Les entreprises nous ont toujours encouragés à ne montrer qu'un moi professionnel tronqué. Les entreprises Opal se sont dotées de processus qui nous invitent à baisser le masque, à revendiquer notre intégrité et à venir au travail tel que nous sommes. Ça, c'est un concept que je trouve vraiment super intéressant et on vous en parlera plus en détail tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose que nous, on applique dans notre quotidien d'équipe. Et le dernier principe, c'est ce qu'on appelle la raison d'être évolutive. Les entreprises Opal se voient reconnaître une vie propre et la conscience de leur but. Au lieu d'essayer de prévoir et de maîtriser l'avenir, leur personnel est invité à écouter et à comprendre ce qu'elles sont appelées à devenir et la direction qu'elles empruntent naturellement. C'est beau. J'aurais pas mieux dit, donc j'ai préféré vous lire le livre directement. Ces principes-là, je les trouve simples et assez puissants. Et ce que je retiens dans ma lecture, en tout cas, de ce qui est décrit dans l'œuvre de Lalou sur ces organisations Opal, c'est à chacune d'entre elles, je reconnais cette auto-organisation qui est un principe qui nous est cher à Saint-Marie, puisque on s'est vraiment inspiré de l'agilité depuis le début de l'existence de l'entreprise. On a 12 ans aujourd'hui et l'agilité, ça guide vraiment à la fois la manière dont on peut mettre en place nos projets et la manière dont on peut s'organiser dans nos relations. Ce que je retiens aussi, c'est l'idée que les individus sont portés parce qu'ils les habitent dans leur travail, dans leur quotidien, et du coup, ils ont une implication qui est de l'ordre peut-être même de la réalisation de soi, ou en tout cas qui a une tendance à aller vers ça. Et je trouve ça inspirant et j'aimerais beaucoup que davantage d'organisations permettent ça. Et enfin, il y a une idée d'individu qui apporte de la valeur à développer un projet commun, quelque chose qui est plus grand que soi et qui durera même après le passage d'une personne dans cette organisation. Tout ça, je trouve ça vraiment inspirant. Et pour finir sur cet aspect vraiment des organisations Opal, ce qu'on remarque, c'est que voilà, la théorie, comme Juliette a pu vous le dire, il y a 3 principes, il y a des observations, mais finalement, il n'y a pas de manuel pour être une organisation Opal ou une entreprise libérée. Tout ce qu'on a aujourd'hui, ce sont des principes, des sujets, des indices sur lesquels on se dit qu'une entreprise a mis en place des choses novatrices dans la structuration de sa gouvernance ou dans la manière de traiter les relations, les tensions interpersonnelles. En tout cas, après nous, dans notre cheminement de Scope, on a trouvé des choses tout à fait inspirantes en allant les chercher du côté de l'holacratie. Juliette, je te laisse en parler. Ce que j'avais juste envie de faire, c'était simplement ce pont entre ce qu'on a pu observer dans les organisations Opal et les choix que nous avons fait, nous, en allant vers l'adoption de l'holacratie. Qu'est-ce que c'est holacratie? Qu'est-ce que c'est que ce mot étrange? Holacratie, le terme hola, ça vient du mot holon qui en grec signifie être une partie du tout et un tout à la fois. Donc l'idée vraiment, c'est qu'on a des systèmes d'organisation qui sont composés de cercles, on y viendra de manière plus détaillée ensuite. Et l'idée, c'est, alors Lalou qui qualifie ça d'un système d'exploitation, c'est un mot que je trouve plutôt intéressant pour qualifier holacratie parce que autant Opal ne dit rien de comment on doit s'organiser, autant holacratie a un fonctionnement qui est très codifié et qui se base sur une constitution. D'ailleurs, la dernière version de la constitution est en train d'être traduite et sera bientôt disponible en français d'ici quelques semaines. Et l'idée, c'est que cette constitution, en fait, ce sont les règles du jeu qui vont régir la façon dont l'organisation fonctionne. L'idée, là, quand on parle d'holacratie, c'est qu'on parle vraiment d'autorité distribuée. Quand je dis autorité distribuée, ça veut pas dire qu'en holacratie, tout le monde décide de tout le temps, ensemble. Sinon, ça ferait des organisations avec une inertie difficile à modifier. Ça veut plutôt dire qu'on confère de l'autorité à des rôles concrets en utilisant holacratie. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un est mis dans un rôle, il a toute autorité pour décider. Ça veut dire qu'on lui fait confiance, on fait confiance à ceux qui font. Et ça, c'est vraiment une caractéristique assez puissante d'holacratie. C'est que, en fait,
On donne la possibilité au rôle de décider et après le rôle s'organise comme il le souhaite. S'il a envie de demander de l'aide ou s'il veut décider seul, c'est son affaire. À partir du moment où on lui a placé de la confiance dans ce rôle-là, c'est qu'on accepte que ce rôle s'organise tout seul. Il y a une chose qui est extrêmement importante en holacratie et qui rejoint largement la théorie proposée par Laloux, c'est la raison d'être. Sarah, je te laisserai expliquer ce qu'est une raison d'être. L'idée, c'est que chaque cercle a une raison d'être et que la raison d'être, je t'ai expliqué parce que j'allais y venir. Ouais. La question de la raison d'être, c'est quelque chose qu'on peut définir comme étant un cap qui définit pourquoi est-ce que l'organisation, le rôle existe. Une raison d'être, c'est pas quelque chose de vendeur ou de commercial, ni une punchline. L'idée, c'est que la raison d'être, elle puisse être transcendée par l'organisation. Et ça veut dire que, par exemple, lorsque l'organisation a atteint cette raison d'être, elle peut disparaître. Ouais, voilà. Juliette, tu as quelque chose à rajouter sur la définition d'une raison d'être ? En fait, pour simplifier, on aime bien l'image de l'étoile polaire qu'on suit. La raison d'être, c'est une source d'énergie et ça aide notamment, je trouve, en tout cas, moi, je trouve que ça m'aide à faire des choix. C'est-à-dire que quand je me connecte à la raison d'être du cercle dans lequel je suis ou alors du rôle dans lequel je suis, ça m'aide aussi à me souvenir de pourquoi on a créé ce rôle et pourquoi il est là. Et de ne jamais l'oublier et du coup d'éviter de dévier dans la mission attribuée à mon rôle ou à mon cercle. Et donc cette notion d'étoile polaire, c'est vraiment un guide qu'on suit. Et ce qu'il y a d'intéressant en holacratie et dans les organisations opales, c'est que la notion de raison d'être, c'est pas quelque chose de figé dans le marbre. C'est pas parce qu'à l'instant T, l'organisation a travaillé sur une raison d'être, l'a formulée sous forme d'une phrase, et qu'elle en est contente, que cette raison d'être ne bougera jamais. Au contraire, elle est évolutive. C'est un peu comme une organisation vivante, en fait, une organisation dans holacratie. C'est comme le corps humain, ça bouge, ça évolue dans le temps, ça change. Ça change au gré des personnes qui l'intègrent et des personnes qui s'en vont. Et potentiellement, une raison d'être, ça va être évolutive et c'est ce qui fait toute la force de l'holacratie, c'est-à-dire qu'on est une organisation vivante qui va bouger, se façonner dans le temps, évoluer. Et on s'autorise aussi à faire évoluer notre raison d'être. Alors, c'est quand même rare que les entreprises changent complètement du tout de raison d'être, mais avec le temps, elle peut s'affiner, elle peut se rétrécir, au contraire s'agrandir. Donc ça laisse une belle liberté à l'organisation de continuer à être passionnée par ce qu'elle a à faire dans le monde. En fait, je pense que c'est un peu la clé. On a une question là-dessus, je la prends maintenant. Il y a un participant qui nous demande, est-ce que la raison d'être est le why de l'entreprise ? C'est connecté. En fait, la raison d'être, souvent, elle commence par « pour quelque chose ». Et en fait, oui, c'est connecté. Alors, c'est pas exactement je dirais pas que ce soit exactement le why. Le why, c'est une sous-partie de la raison d'être. Mais c'est même plus grand que ça. C'est-à-dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une raison d'être que quelque part, on n'arrive jamais à atteindre pour avoir toujours une mission pertinente dans le monde. Le jour où, comme je disais tout à l'heure, on atteint votre raison d'être, ça veut dire que normalement l'organisation a terminé sa mission et n'a plus besoin d'exercer ce qu'elle a à faire. Pour répondre aussi dans ce sens, la question de la raison d'être évolutive, elle est au cœur de la structuration en holacratie, ce qui n'empêche pas à de nombreuses autres formes d'organisation de réfléchir à leur raison d'être en dehors de ce système d'exploitation qu'est holacratie. On l'a vu notamment apparaître dans les dernières évolutions de la loi Pacte pour faire apparaître la raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Donc ça, pour moi, il y a deux facettes. Voilà. Est-ce qu'on raisonne en raison d'être évolutive dans la sphère holacratie ou alors à côté ? Et pour moi, c'est super bien que de nombreuses formes d'organisation se saisissent de ce sujet et se posent la question pour eux-mêmes.
À propos de la raison d'être, Juliette, on s'est dit pour qu'elle puisse se mettre en marche, on a besoin de personnes pour l'activer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des cercles et des rôles? Tout à fait. Expliquer comme ça peut paraître un peu abstrait, mais tout à l'heure, on va vous montrer un aperçu de notre logiciel qui sert à encoder notre gouvernance, qui s'appelle Ola Spirit, et vous y verrez plus clair, je pense. Donc, l'idée, c'est qu'une organisation, elle est composée de cercles. On compare souvent ça à des services dans des grandes entreprises. Ça peut fonctionner. Un service d'une grande entreprise peut être un cercle. Mais ça peut aussi être autre chose. Un cercle, ça peut être un projet, par exemple. Le projet qu'on va vous montrer aujourd'hui, pour illustrer, c'est on est en train d'écrire un livre en équipe. Et en fait, ce projet fait l'objet d'un cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, il y a des rôles qui vont nous servir à mener à bien ce projet. Par exemple, il y a des rôles qui servent à écrire le livre ou d'autres qui vont s'occuper de son édition, de sa publication. Et donc l'idée, c'est qu'une organisation, elle est composée d'autant de cercles dont elle a besoin pour fonctionner, que ces cercles sont évolutifs au même titre qu'une raison d'être. Et chaque cercle et chaque rôle ont eux-mêmes des raisons d'être. Donc un cercle va être porté par sa raison d'être qui est son étoile polaire, et un rôle va être porté par sa propre raison d'être qui est sa petite étoile polaire à lui. C'est hyper intéressant de voir à quel point le fait de travailler les rôles, ça permet vraiment de faire la différence entre les rôles et les personnes dans une organisation. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé quand on a adopté Holacracy. On a vraiment commencé déjà à mettre de la lumière sur tout ce qu'on faisait, les uns les autres, là où était notre énergie. Ça a permis aussi d'éclairer les zones de vide où des fois, il y a des gens, personne ne s'occupe de tel sujet, peut-être qu'il faudrait qu'on s'y mette. Et surtout, ça permet de vraiment faire la différence entre Sarah et son rôle plume pour écrire notre livre. Et ça, je trouve ça vraiment très puissant parce que déjà, ça permet dans sa tête de faire le ménage entre de quoi j'ai besoin venant de Sarah, personne, mon associé, et puis de quoi j'ai besoin venant de son rôle qui n'a rien à voir avec la personne de Sarah. Et donc ça, c'est vraiment un principe qui permet déjà, je trouve, d'avancer beaucoup plus vite sur les sujets, parce que quand on sait à quel rôle on s'adresse, forcément, ça fait un entonnoir, on sait de quel sujet on parle. Et quand on arrive à déterminer si on a une tension en holacratie, c'est un terme qu'on utilise et qui a vraiment un sens qu'on vous expliquera tout à l'heure. Si j'ai une tension parce qu'il y a un manque d'énergie à un endroit, je vais l'adresser au rôle et je ne vais pas l'adresser à une personne. Et ça permet vraiment de faire le ménage, notamment dans tout ce qui peut relever des besoins d'ajustement relationnel. C'est un autre sujet, en fait, que les sujets opérationnels du travail. Ça permet vraiment de faire la différence entre les deux. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet. Non, retenir la différenciation personne et rôle, c'est vraiment un élément fondamental de l'adoption de l'holacratie dans les organisations. Et du coup, une personne cumule plusieurs rôles dans différents cercles ou dans le cercle principal de l'organisation. Du coup, ces rôles sont, je le disais tout à l'heure, habités par des tensions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce mot, Sarah, et nous parler de la réunion de triage, qui est le format de réunion opérationnelle de l'holacratie? Complètement. Une tension en holacratie, ce n'est pas quelque chose de négatif. Une tension, c'est un écart que l'on constate entre une réalité et l'idéal, un potentiel en fait. Et la tension, c'est ce potentiel qui n'est pas exprimé entre, par exemple, un rôle, la manière dont il travaille aujourd'hui, et ce que pourrait être vraiment sa réalité. Il y a, sa réalité pour mettre en œuvre sa raison d'être, il y a un écart entre les deux. Et cette tension-là, on la confie, on la traite, on essaie de l'adresser dans différentes réunions en ayant des échanges avec les autres membres de l'organisation. Prenons la réunion de triage. Juliette, dans son rôle plume ou autrice pour le livre, aimerait faire un nouveau texte, mais elle aurait besoin d'un autre regard pour affiner son sujet ou l'étayer pour être sûre qu'il colle vraiment bien avec le pourquoi est-ce que ce livre existe. Du coup, elle va chercher à adresser cette tension à quelqu'un. Pour ça, tu vas solliciter un rôle comme par exemple le rôle
stratégie éditoriale, en lui soumettant ton sujet et en cherchant auprès de ce rôle à affiner, à mettre en adéquation cette idée, cette envie porteuse de valeur auprès du rôle qui a autorité pour définir les sujets du livre. L'idée vraiment des réunions de triage, c'est un processus qui se décompose avec des étapes très précises. Pour ça, on a besoin évidemment d'un facilitateur ou d'une facilitatrice qui va vraiment réguler le processus de cette réunion, en faire un endroit sécurisé où les membres pourront contribuer et se laisser guider par la facilitation pour suivre les différentes étapes du processus. Pour vous les passer en revue rapidement, on a toujours un tour d'inclusion et une déclusion dans les réunions, que ce soit triage ou gouvernance. L'idée est de savoir un petit peu avec quoi les personnes autour de la table arrivent. Ensuite, on va passer en revue différents indicateurs et des projets. L'idée est de partager ce qui est nouveau aux membres du cercle, toujours en répondant dans les rôles qui sont nommés. Si je m'adresse au rôle autrice, Juliette, tu as un projet, un texte pour parler d'holacratie. Est-ce qu'il y a du nouveau sur ce projet? Oui, il y a du nouveau. J'ai écrit les 3/4 de mon texte et j'aurai besoin la semaine prochaine du relecture, du rôle relecture. Ok, super. Donc là, typiquement, Juliette a partagé seulement ce qui était nouveau sur ce projet et elle ne m'a pas fait un récap de tous ces derniers échanges pour arriver à ce résultat-là. Quelque chose de tout à fait efficace en holacratie, c'est que les projets sont formulés en termes de résultats à atteindre. Et ce n'est pas un objectif, c'est un résultat. À quoi est-ce qu'on verra que le projet est terminé? C'est que le texte sur holacratie est terminé, par exemple. Ça pourrait être le titre du projet. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à dresser l'ordre du jour. Il est vraiment réalisé séance tenante, avec les tensions qui sont présentes autour de la table. Donc, évidemment, si dans son quotidien, Juliette, elle a noté des tensions qui se sont présentées au moment clé, elle les a saisies dans Hola Spirit. Donc, il y a le logiciel, on peut aussi utiliser Glassfrog. Qui est un autre logiciel. Voilà. On pourra vous partager l'interface rapidement pour voir à quoi ça ressemble. Et elle pourra ajouter ces points à l'ordre du jour, sachant qu'elle les a déjà saisis ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire, ça m'intéresserait de savoir, tu trouves que ça apporte quoi, le fait de ne pas avoir d'ordre du jour défini à l'avance? Je trouve que ça fait gagner du temps et on a quelque chose qui répond réellement aux besoins des personnes qui sont autour de la table. Je trouve que dans le fait de préparer des ordres du jour, il y a quelque chose d'assez qui peut paraître sécurisant parce qu'on sait de quoi on va parler, mais ce que s'autorisent souvent les personnes, ce qu'elles ne s'autorisent pas à faire, c'est à quitter la salle lorsque les sujets ne les intéressent pas. Et du coup, en holacratie, dans ces réunions de triage, on va vraiment s'intéresser à traiter les tensions qui sont vivantes là, au moment où on se réunit. Et pour ça, moi, je trouve que c'est là que ça a le plus de valeur, c'est qu'on ne se réunit pas juste pour traiter des choses qu'on aurait pu traiter, toi et moi, dans nos rôles en dehors de la réunion, mais vraiment quelque chose où on a besoin de l'intelligence du groupe ou justement, on ne sait pas trop de quoi, mais on sait qu'avec le processus, on va aboutir à quelque chose de constructif. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment que ça fait gagner en efficacité et ça fait gagner du temps avec des réunions qui sont très timées, très efficaces, dans lesquelles on peut traiter beaucoup de points en peu de temps. Chouette. J'enchaîne sur les réunions de gouvernance. Il est 9h25, on va tâcher de laisser du temps pour les questions. Donc vous l'avez compris, Sarah vous a parlé des tensions, elle vous a parlé des réunions de triage. Donc le triage, c'est vraiment la partie opérationnelle de holacratie, c'est là où on parle des projets, où on parle des tensions en tant que rôle. Et c'est souvent en dehors ou à l'occasion de ces réunions de triage qu'on se rend compte s'il y a un vide quelque part dans la gouvernance. Et la gouvernance, ça peut se modifier en réunion. Des réunions qui sont dédiées à la gouvernance. Ce que j'appelle gouvernance, c'est le fait de mettre sur le papier, là en l'occurrence sur le logiciel, noir sur blanc, quels sont les rôles de l'organisation et en fait comment ils s'appellent ces rôles, quelles sont leurs raisons d'être et qu'est-ce que sont ce qu'on appelle leur redevabilité. Une redevabilité, c'est
une action récurrente qu'on attend de ce rôle et qu'on est en droit de demander si jamais on est en interaction avec ce rôle. Et en fait, c'est ici que réside la puissance de l'holacratie, c'est-à-dire que on ne décide pas de tout tous ensemble de manière opérationnelle, mais par contre, quand on doit designer des rôles, c'est important que quand on décide, on le décide vraiment. Et pour ça, on a un processus qui est pareil, extrêmement codifié, qu'on appelle la décision intégrative, qui ressemble à la gestion par consentement, mais qui est un petit peu différente parce que la nature des objections est différente. Et l'idée, c'est vraiment quand on arrive à la proposition de créer un nouveau rôle, par exemple, on a tout un processus avec un premier tour où la personne propose de créer son rôle, un deuxième tour où le cercle, enfin les membres du cercle peuvent poser des questions de clarification pour bien comprendre pourquoi la personne a envie de créer ce rôle et qu'est-ce qu'elle imagine que ce rôle va faire très exactement. Ensuite, on a un tour qui est dédié aux réactions, donc on a le droit de partager un ressenti, ce que ça nous inspire, et puis éventuellement de proposer des bonifications. Moi, j'imagine bien une amélioration, je te propose ça par exemple. Ensuite, le proposeur a le droit de modifier sa proposition initiale pour faire une V2 de sa proposition. Et enfin, on termine le dernier tour avec un tour qu'on appelle un tour d'objection. Et en fait, ça, c'est vraiment la phase où on va s'occuper de vérifier que si on crée ce rôle, ça ne crée aucun tort à l'organisation. Et l'objection, c'est vraiment une culture qui apprend à faire la différence entre une préférence personnelle et un risque pour l'organisation. C'est en ça que moi, je trouve que holacratie est vraiment puissant parce que, en fait, on a le droit d'avoir des préférences personnelles et holacratie ne nie pas du tout ça. C'est juste que, est-ce que la préférence personnelle est vraiment à mettre au-dessus de ce qui fait avancer l'organisation? Et holacratie, justement, dit non à ça. C'est-à-dire que si on est sûr que ça va mettre en danger l'entreprise, eh ben, ok, c'est une objection et on va tâcher de prendre une décision plus prudente. Par contre, si c'est juste une crainte personnelle, c'est pas pour autant qu'on doit empêcher le groupe d'avancer et de prendre la décision. Et donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques assez puissantes de la décision intégrative, c'est qu'au final, avec le temps, au début, c'est un peu, moi je me souviens que j'avais un peu du mal, je me disais, oh, quand même, ça serait quand même mieux si on avait écrit le rôle de telle façon. Et en fait, avec le temps, on se rend compte que oui, ça serait peut-être mieux, mais en attendant, le minimum là qu'on a déterminé ensemble, c'est ce qu'il nous faut pour avancer et on n'a peut-être pas besoin de plus pour le moment. Et c'est peut-être pas si dangereux que ça d'avoir pris cette décision. Donc avec le temps, on apprend à laisser un peu de côté ses préférences personnelles. La semaine dernière, on a fait une réunion de gouvernance. J'avais une préférence personnelle pour un des rôles. Mais après tout, je me suis dit, comme ça ne constitue pas un danger pour l'organisation, est-ce que ça vaut le coup de reconsacrer du temps et de demander à tout le monde d'être d'accord avec moi? Et je me suis dit que non, ça valait pas le coup. Et j'en ai très bien dormi le soir même. Donc tout ça pour dire que ça aide vraiment à faire le ménage, un peu comme les rôles aident à faire la différence entre la personne et la mission. Quelque part, la gouvernance, ça aide à faire la différence entre la préférence personnelle et le réel danger pour l'organisation. Merci Juliette. Voilà pour ça. Donc on a parlé des réunions de triage, on a parlé des réunions de gouvernance, de la structuration en rôle, en cercle, de la notion de raison-être et un principe majeur du coup, la différenciation entre les rôles et les personnes. Est-ce que tu vois des choses qu'on pourrait ajouter? On a déjà quelques questions, peut-être qu'on peut avancer avec ça et après on pourra vous partager le cercle. Le livre sur la spirit peut-être, pour montrer à quoi ça ressemble. Ouais, ok. Avant ou après, je ne sais pas. Comme tu on peut peut-être commencer par ça pour donner une petite illustration parce que c'est peut-être un peu abstrait ce dont on parle. Donc je vais vous partager mon écran pour voir à quoi ressemble un rôle, un cercle. Hop. Juste avant que Sarah vous commente un peu, vous décrive un peu ce que vous voyez, je vous apporte une petite précision. Quand on a proposé nos sujets au Festival Transfo, c'était il y a plus d'1 an et demi. Et à l'époque, on utilisait Hola Spirit de manière quotidienne. Aujourd'hui, on a lancé un partenariat avec une autre entreprise et on fonctionne en holacratie avec cette entreprise-là. Et notre gouvernance est visible sur Glassrog, on vous partagera le lien, il est accessible publiquement. Donc ça sera la version la plus fraîche de notre gouvernance. Ce qui n'empêche qu'on a toujours un accès à Hola Spirit et qu'on s'en sert de temps en temps dans nos formations. Et donc, je suis rentrée donc dans le cercle Le Livre. Donc, on voit les membres qui font partie de ce cercle. Et pour ce cercle, on a donc des projets, comme je le disais tout à l'heure.
Et évidemment, on a des rôles. Je vais rentrer dans un rôle tel que, par exemple, le rôle strat édito. Donc, on en parlait tout à l'heure. Ce rôle, il a une raison d'être. Donc, elle est écrite ici. Un livre cohérent, agréable à lire, impactant pour Semawi. Ça ne nous dit rien de la forme que doit avoir ce résultat qu'on cherche à atteindre, un livre. Mais en tout cas, on a une idée assez directrice, et lorsqu'on aura produit un livre cohérent, agréable à lire et impactant pour Semawi, alors ce cercle pourra disparaître. Sauf si on trouve que en fait, ce cercle a intérêt à continuer d'exister, pour lequel on aura besoin de réfléchir à une nouvelle raison d'être. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire à n'importe quel moment sur la simple demande d'un des membres du cercle lors d'une réunion de gouvernance. Pour vous rappeler, en réunion de gouvernance, on traite des rôles, de leur modification, de leur création. Et en triage, c'est l'endroit où on s'occupe de traiter les tensions. Donc là, pas question de modifier un rôle. Si c'est un point qui apparaît comme une manière de solutionner une tension, alors on le note et on le traitera en réunion de gouvernance. J'apporte une précision. Avec ces logiciels dont on vous parle, on peut faire de la gouvernance en asynchrone. Et en fait, c'est une fonctionnalité qui est vraiment importante pour ne pas rester bloqué. Quand on est, par exemple, une équipe de 7, on n'a pas toujours des agendas compatibles et on ne peut pas toujours faire des réunions de gouvernance toutes les semaines. Donc des fois, ça se passe dans le temps, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Si on a un besoin urgent de créer un rôle et de mettre de la clarté sur quelque chose qui n'est pas clair, on va faire une proposition asynchrone. Et en fait, l'ensemble de l'équipe va pouvoir valider numériquement parlant si oui ou non elle est d'accord pour créer un nouveau rôle. Ça permet d'avancer plus vite. Oui, complètement. Si je continue dans l'observation de ce rôle, donc il est bien défini par une raison d'être. Il a un domaine, donc ça correspond à une autorité réservée de ce rôle. Moi, je le compare souvent à une chasse gardée. Mais en fait, ce que ça veut dire très simplement, c'est que le rôle strat éditorial a pour domaine la ligne éditoriale du livre. Ça veut dire qu'aucun autre rôle ne peut modifier la ligne éditoriale sans avoir consulté le rôle qui en a le domaine. Et ensuite, on a donc des redevabilités, des choses qui sont des attentes donc récurrentes qu'on a vis-à-vis de ce rôle et qui sont du coup exigibles, si on peut parler comme ça, de la part des autres rôles vis-à-vis de celui-ci. Et donc là, je me dis qu'on n'a pas des redevabilités parfaites parce que, comme le disait Juliette, on a changé de système. On est passé donc sur Glasscrog au moment où on a proposé ces sujets. Donc, je vais peut-être vous montrer un autre rôle sur Glasscrog pour qu'on ait quelque chose de plus fidèle en termes de redevabilité. Et ce que vous voyez ici, c'est que ce rôle, il est énergisé par une personne. En l'occurrence, c'est Alyosha, mais il pourrait y avoir plusieurs personnes dans ce rôle, avec un système de focus sur les redevabilités, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Voilà pour ce à quoi ça ressemble sur l'interface de Hola Spirit. Et donc, on a ici de la représentation sur Glasscrog, qui est un autre logiciel, et pour lequel j'avais très envie de vous partager la structuration que nous avons entre Semawi, notre organisation, et Evolve, un partenaire avec qui on a souhaité avoir une gouvernance commune et une participation croisée pour expliciter nos liens lorsque nous allons sur des projets communs, comme par exemple la réponse à l'appel d'offres, ou alors des accompagnements en holacratie. Donc on a bien 2 organisations qui sont distinctes et entre deux, des rôles qui nous servent à pouvoir travailler ensemble dans de bonnes conditions avec une gouvernance que l'on a construite pour répondre à nos besoins. Je vais rechercher notre projet Le Livre pour vous montrer ce à quoi peut ressembler une redevabilité mieux écrite et plus actuelle, en rentrant dans le rôle, du coup, par exemple, auteur ou autrice. Vous voyez qu'il est affecté donc, à plusieurs personnes, tous les membres de l'organisation qui participent à la rédaction du livre. Il a pour raison d'être un livre écrit. Son domaine d'autorité relève bien des textes du livre.
Et on a des redevabilités là qui sont très précises. Faire relire son texte par le rôle relecture avant de le déposer dans le dossier texte à intégrer au manuscrit. Vous voyez que là, c'est vraiment la feuille de route de comment est-ce que ce qu'on attend de ce rôle. Et voilà d'autres redevabilités qui nous permettent de définir de manière précise ce qu'on attend de ce rôle les uns vis-à-vis des autres. Je m'arrête là pour le partage d'écran et pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc si vous avez quelque chose qui vous brûle les lèvres, c'est maintenant. Et Juliette, je vais commencer par t'adresser des questions qui sont arrivées un peu au début. Oui. Qui définit la constitution de l'holacratie? Ok. Holacratie, c'est donc un système d'organisation qui a été créé il y a longtemps en fait. Ça a commencé en 2001 par H1, qui est une entreprise américaine, qui en a designé la première constitution, donc c'était il y a presque 20 ans. Et en fait, ce sont eux qui ont créé la première version. Et comme ils ont eux aussi une culture de l'agilité, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'impliquer, au fur et à mesure que la communauté grandissait, ils ont ouvert en fait les contributions de la communauté. Donc là, par exemple, la version numéro 5 qui va sortir à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, la base a été proposée par H1 et en fait, tous les praticiens d'holacratie du monde peuvent proposer des contributions et des petits ajustements dans les textes. Donc c'est une constitution qui est déterminée par la communauté et qui est calquée sur la réalité de ce qu'on vit en pratiquant l'holacratie. Et une fois qu'elle est proposée, une entreprise qui s'engage dans l'holacratie la signe. Et après, selon l'organisation de l'entreprise, elle peut décider, elle, d'amender certaines parties, donc d'en modifier certains bouts, si ça lui permet de mieux fonctionner. Mais la base commune reste la même. Donc c'est vraiment un document qui est proposé par H1, détenteur de la licence Holacratie, et qui a normalement pas vocation à être modifié et utilisé d'une manière modifiée publiquement. On peut la modifier pour soi en tant qu'organisation, mais pas la proposer au reste du monde. Merci Juliette. On a une question qui concerne Holaspirit. Est-ce que c'est gratuit? Oui, Holaspirit est gratuit. Après, il y a une version payante, mais on a les fonctionnalités de base sur Holaspirit. Super, merci. Alors, d'autres questions à propos de la réunion de triage. On en a pas mal, hein, donc je t'invite à faire des réponses pas trop longues. Ça marche. Concernant la réunion de triage, quelle est sa périodicité? Est-ce que la durée est indéterminée? J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une réunion sans ordre du jour. Je comprends que ça soulève quelques inquiétudes. Pas d'inquiétude. La périodicité, c'est vraiment, ça dépend en fait de l'énergie qu'il y a dans le cercle. Par exemple, nous, on a un cercle qui s'appelle Hermès, c'est notre cercle dédié à la communication et à la prospection. C'est un cercle qui dégage beaucoup d'énergie, on y met du temps. Et mécaniquement, c'est un cercle sur lequel on a besoin d'échanger beaucoup et souvent. Donc, nos réunions de triage, elles ont lieu de manière hebdomadaire. Après, il y a des cercles qui ont moins d'énergie. Le cercle Le Livre, on a moins des nouvelles à donner tout le temps dessus. Du coup, on se fait un triage tous les mois ou toutes les 3 semaines et c'est largement suffisant. Et après, sur la durée de la réunion, c'est très rare qu'on dépasse 1 heure. En général, nos formats, c'est plutôt 45 minutes. Et en moyenne, en 45 minutes, on arrive à traiter entre 15 et 25 points en 45 minutes. Donc, ça vous donne un ordre d'idée de la vitesse à laquelle on va. Une fois qu'on est bien rodé à l'exercice, en fait, c'est pas à l'intérieur des réunions qu'on a des discussions. Moi, j'ai besoin d'avoir une discussion avec un autre rôle, ça se fera à l'extérieur de la réunion et on peut se le programmer pendant la réunion, par exemple. Je prends une autre question concernant les réunions de triage. On me demande comment s'organisent les réunions de triage dans un groupe très large, par exemple dans le cas des 9000 infirmières aux Pays-Bas. Typiquement pour cette organisation-là, je ne sais pas s'ils ont adopté Holacratie, mais ce que je sais, c'est que les infirmières sont regroupées en petites unités, en cellules autonomes de décision et de gestion de 12 personnes. Et il y a des coordinations plus importantes après, à l'échelon du dessus. Mais ce que je vous invite à faire pour en savoir plus là-dessus, c'est à lire le livre et vous en saurez plus sur leur manière de prendre des décisions. Mais le principe d'auto-organisation, il est vraiment à l'échelle de ceux qui font. Et c'est depuis longtemps qu'on sait que ce chiffre de 12, de 10, 12, c'est un peu un maximum
pour avoir de l'écoute et de l'agilité dans les prises de décision. C'est ce qu'on remarque aussi en agilité lorsqu'on travaille à l'échelle d'une équipe projet ou dans une très grande structure. Finalement, il y a une décomposition en plus petits cercles avec des liens qui peuvent se faire sur un principe de lien transverse en fait, entre les organisations. Si je transpose ça en holacratie, on pourrait avoir dans une organisation très importante des cercles qui contiennent des sous-cercles dans lesquels on a une représentation de l'organisation par projet ou par unité de production. On pourrait imaginer qu'une business unit choisisse de construire son cercle et ses cercles en fonction de ce qu'elle fait réellement. Et là, encore une fois, j'appuie sur l'importance je dirais, la gouvernance autogérée, en fait, au sens où ce sont que ceux qui font qui vont décider de comment est-ce qu'ils structurent. Et cette autonomie-là, elle est super importante. Juliette, une question. Comment traite-t-on l'aspect émotionnel qui peut en dérouler? Je pense notamment, la question est apparue au moment des réunions de triage. Oui. Alors, holacratie ne dit rien, ne parle pas spécialement des tensions d'ordre émotionnel. Et en fait, nous, on a développé en parallèle d'holacratie quelque chose qu'on faisait déjà avant, en fait, des temps d'équipe dédiés en fait aux aspects plutôt plus relationnels. Notamment, on a tous les jours, on a un temps qu'on appelle la météo d'équipe. À 12h15, on se rejoint. Ceux qui sont loin se mettent en visio, ceux qui sont là sont présents physiquement dans les bureaux. Et en fait, la météo, c'est un moment qui n'est pas très long, mais où on prend juste le temps de partager aux autres comment on se sent, avec quoi on arrive aujourd'hui et dans quel état on est. C'est libre à chacun de partager certains niveaux d'information plus ou moins détaillés en fonction de comment on le sent, quoi. Et l'idée de ce temps-là, c'est vraiment d'avoir conscience des individualités du groupe pour pouvoir s'ajuster en tant que collaborateur et savoir que peut-être qu'aujourd'hui, Thomas, il a eu un problème d'ordre personnel et qu'il n'est pas dans son assiette. Et en fait, ça nous évite d'interpréter son comportement toute la journée. Donc ça permet déjà de décharger une grosse partie des tensions d'ordre émotionnel ou relationnel qui sont souvent liées aux interprétations qu'on fait sur les personnes qui nous entourent. Et après, il y a plein d'autres systèmes qui existent. Il y a l'utilisation de la CNV, il y a la culture du feedback, faire des feedbacks réguliers entre rôles ou entre personnes, ça aide vraiment à mettre de la lumière sur les choses peut-être à ajuster ou en tout cas mettre des mots sur ce qui peut susciter une gêne ou un besoin de réajustement de l'autre. Et ça vient en complément de l'holacratie. Nous, on n'a jamais laissé tomber cet aspect-là parce que je pense qu'on est venu à holacratie aussi grâce à au travail qu'on fait sur l'aspect émotionnel et relationnel dans notre équipe. Et on l'a gardé comme une brique qu'on a ajoutée en fait. Voilà, comme un peu, si holacratie était un logiciel, on peut rajouter une brique sur l'émotionnel en plus. Et ça, c'est à chaque organisation de faire en fonction de sa culture, de ses moyens, de sa taille et surtout de la nature de son activité. Est-ce que tout le monde est tout le temps ensemble ou est-ce qu'il y a des gens qui sont tout le temps à l'extérieur? Tout va changer en fonction de ça. Merci. On a beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à tout y répondre avant 9h. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de faire des réponses assez concises avec Juliette. Et si jamais il y a d'autres questions encore, peut-être qu'on rallongera un tout petit peu. Une question de la part de Catherine. Tout à l'heure, je montrais le rôle plume ou auteur, autrice. Elle me dit qu'il était assez subjectif, non, très subjectif. En quoi cela est aidant pour la prise de décision? Là-dessus, je peux peut-être répondre sur l'aspect aidant dans la prise de décision. Mettons que ce rôle soit plutôt défini tel que je vous l'ai montré sur Glassfrog plutôt que la Spirit, puisque comme je l'ai dit, c'est là que le rôle est le plus à jour. Donc sur le plan purement opérationnel, c'est aidant d'avoir un rôle de ce type-là. Dans la prise de décision, je dirais du rôle avec lui-même au quotidien. Je sais que parce que je suis dans ce rôle-là, j'ai autorité pour prendre ce type de décision et je peux guider mon travail dans ce rôle grâce à l'autorité qui m'a été confiée par le leader du cercle.
Ça, je trouve que c'est un premier élément de réponse sur vraiment le fait de se gérer soi-même et d'avoir une pleine autonomie pour ça. Ensuite, c'est aidant du point de vue des prises de décision si on se place au niveau de la réunion de gouvernance, donc là de choisir comment est-ce que sont prises les décisions, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont ceux qui font qui décident. Et par exemple, dans le cercle, encore une fois, le livre, parce que j'ai ce rôle autrice, je peux participer aux réunions de gouvernance et je les vois au chapitre au même titre que les membres qui sont autour de la table. Et là, on est tous impliqués en fait dans la réussite de ce cercle. Et donc, on va me poser une question, notamment lorsqu'on modifie un rôle, par exemple, en me demandant si j'ai une objection. Et comme l'a dit Juliette tout à l'heure, c'est une objection au sens, est-ce que tu penses que si on prenait cette décision, on causerait du tort à l'organisation? Et là, en fait, je suis pleinement investie dans mon rôle de me dire, moi-même, je suis acteur de ce cercle, de la raison d'être, j'y participe, et je pense que si on prend cette décision, on mettra potentiellement en danger l'organisation, au sens d'une objection qui est formulée comme un tort pour l'organisation, pour lequel on n'aurait pas le temps de s'adapter, qui est induit par la proposition. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur le terme très subjectif, c'est quelque chose que je comprends. Si demain, on m'attribue un rôle que je ne comprends pas et que je trouve trop subjectif, c'est ma responsabilité d'aller l'amener en réunion de gouvernance et de dire, bon voilà, là on est en gouvernance, depuis 3 semaines, je suis dans le rôle auteur, et là, on m'a attribué une redevabilité que je ne comprends pas, c'est trop subjectif pour moi. Ça ne m'aide pas à faire mon travail. Et c'est moi qui vais amener autre chose, qui vais proposer une version 2 ou qui vais m'appuyer sur le groupe pour clarifier qu'est-ce qu'on voulait bien dire quand on a écrit cette redevabilité et en fait, quelle est ma mission derrière cette redevabilité. Et ça, c'est vraiment la liberté qu'on a en holacratie. À partir du moment où ça gratouille quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et comme on a l'occasion de le dire, on ne peut pas mettre le voile dessus. Il faut s'en occuper. Si c'est trop subjectif pour moi, je l'amène en gouvernance et on va modifier mon rôle pour que ça devienne assez palpable et assez concret pour que je puisse mener à bien ma mission. Merci Juliette. Alors on a pas mal de questions qui concernent l'adoption d'holacratie, notamment par exemple des questions sur comment se passe-t-il si quelqu'un ne veut plus jouer à l'holacratie, jouer entre guillemets. J'entends toutes les pincettes qu'on peut mettre autour du terme de jouer. Comme disait Juliette tout à l'heure, la Constitution, ce sont les règles du jeu. L'expression est peut-être un peu galvaudée, mais en tout cas, la manière de souscrire à ces règles, c'est un engagement ferme en fait que prennent les membres qui acceptent l'adoption de l'holacratie. Et quelqu'un qui ne veut plus jouer à l'holacratie, je dirais que là, c'est une question qui est un peu plus méta au sens de la culture de l'entreprise et de la manière dont sont prises les décisions dans cette organisation. Quelle est la place du leader? Comment est-ce que le modèle a été apporté? Là, il y a vraiment quelque chose qui touche à la culture de l'entreprise et à ses évolutions. Quelqu'un qui ne souhaite plus participer à holacratie comme système vraiment dans l'organisation, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas rencontré puisque je ne suis pas coach certifié en holacratie, donc je ne peux pas accompagner d'organisation. Nous, c'est quelque chose dont on a été témoin dans les organisations qu'on accompagne. Et en fait, souvent, ça cache quelque chose de plus large que simplement holacratie. Parce que holacratie va mettre de la lumière sur les périmètres d'autorité, va peut-être potentiellement, c'est vrai, déstabiliser les managers de niveau intermédiaire qui parfois se disent « mais si on m'enlève mon leadership, comment je fais moi pour me remplacer dans l'organisation ?» C'est pour ça que souvent, holacratie, dans les entreprises avec un fonctionnement un peu plus conventionnel, entre guillemets, ces mises en place-là ont besoin d'être accompagnées. Et quelqu'un qui ne veut plus jouer à holacratie, souvent, c'est que derrière, il y a autre chose. Il n'y a pas que holacratie. Il y a du relationnel dans l'équipe, il faut creuser, ça veut dire qu'il y a autre chose. Et en général, nous, on accompagne
dans nos métiers, on a plusieurs formes d'accompagnement et on peut aller aussi pour aider à la gestion des conflits et à la médiation, ce qui peut être une brique intéressante à rajouter. Mais en tout cas, une organisation qui s'est engagée dans l'holacratie, quelqu'un qui ne veut plus y contribuer, la plupart du temps, soit on arrive à le faire revenir et à lui faire réadhérer à l'holacratie, soit on n'y arrive pas. Et souvent, l'histoire a montré qu'en général, c'est le début d'une tangente que la personne prend qui est difficilement... Enfin, on ne peut pas garder quelqu'un. En fait, si toute l'équipe fonctionne comme ça et qu'il n'y a qu'une personne qui ne veut pas le faire, c'est compliqué de garder la personne dans l'organisation. Sauf exception, évidemment, je ne suis pas dans toutes les organisations de l'holacratie, mais en général, pour que ça marche, il faut que tout le monde le fasse. Parce que sinon, ça... Ouais, il y a sûrement quelque chose à aller désamorcer auprès de cette personne dans sa relation à l'entreprise. Il y a sûrement un historique, en fait. On n'arrive pas à remettre ça en question du jour au lendemain. D'autres questions sur l'adoption? Oui. Est-ce que nous avons été accompagnés pour le démarrage de l'holacratie? Juliette, tu veux bien répondre? Alors au tout début, non, on s'est mis à pratiquer avec nos petites mains. Je pense qu'on a tellement aimé le système qui nous était proposé qu'on y est allé vraiment franco. Donc on a commencé par pratiquer en équipe. Alyosha s'est mis à endosser le rôle de facilitateur. On a fait ce qu'on appelle un arpentage de la Constitution, c'est-à-dire qu'on l'a lu à plusieurs. Et qu'on a échangé sur ce qu'on avait compris, pas compris, on a répondu ensemble aux zones de flou. Et en fait, au bout de quelques mois de pratique, on a émis le souhait d'avoir une intervention de quelqu'un qui était certifié coach en holacratie pour vraiment qu'il vienne nous aider à mettre le doigt sur des zones qu'on n'avait pas compris ou alors pour nous aider à gagner en aisance, notamment dans nos rôles de facilitation qui sont des rôles très prenants et qui demandent vraiment une façon de faire assez maîtrisée. Et donc, on a fait plusieurs fois 2 jours de formation, mais en fait, ce n'était pas vraiment de la formation au sens qu'on nous fait faire des choses, c'était ce qu'on appelle de la supervision. Donc, on fait et puis la personne vient nous dire son analyse, nous donner un regard de coach, ce qui nous a vraiment aidé à nous améliorer dans notre pratique. Et pour garantir vraiment la pleine réussite de cette adoption, on a vraiment eu à cœur de distribuer dans l'équipe les rôles de facilitation. Donc, très vite, à partir du moment où on a créé plusieurs cercles, on a tous essayé le rôle de facilitation pour avoir conscience de ce que ça veut dire et pour qu'il y ait une avancée à rythme à peu près constant dans l'organisation. Voilà. Mais ça, on a la chance d'être libre de nos propres choix et d'être une équipe pas forcément très grande, donc ça a fonctionné assez bien et assez rapidement pour nous. Merci Juliette. Une autre question sur l'adoption. Si jamais on proposait une organisation de ce type dans mon entreprise, comment le faire? Par où commencer pour avoir l'adhésion de mon équipe? De toute l'équipe, pardon. Là-dessus, je dirais un peu même réponse en fait. L'adhésion de l'équipe, elle est vraiment importante pour que ce projet soit une réussite et ne fasse pas un flop. Un flop, voilà. Ce que je vois vraiment d'intéressant sur l'idée d'aller chercher de l'adhésion, c'est déjà de peut-être aller questionner des attentes et clarifier la raison d'être de l'organisation, sans parler même d'un système de gouvernance avec une autorité distribuée telle que l'holacratie, mais de poser un petit peu qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cet outil, cette machine économique qu'est l'organisation, au service de quoi elle est, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Et je trouve que de poser cet alignement en équipe sur où est-ce qu'on veut aller, ça me paraît être une première brique. Et ce que je vois comme un élément fondamental aussi, c'est la position du leader, en fait, pour passer vers l'holacratie. Un espèce de prérequis que je mettrais, c'est le désir de vouloir faire autrement, de changer un peu ses pratiques comparé à ce qu'on a pu faire pour le moment, de vouloir, comme tu disais, distribuer de l'autorité à des rôles, à aller chercher l'implication de tous, en s'appuyant sur un système connu, bordé, qui ne soit pas une adaptation qui pourrait peut-être s'apparenter à une forme de manipulation de la part d'un leader. L'idée de l'holacratie, c'est vraiment de rebattre les cartes de l'autorité pour aller vers quelque chose de plus distribué
et toujours au service d'une organisation. Donc, ouais, je trouve que commencer par poser un peu la raison d'être et de voir où est-ce qu'on veut aller est assez important. Le fait que le leader ait l'intention de changer sa pratique, c'est indispensable. Et souvent, pour lui, ce qu'on a pu remarquer, c'est que ça nécessite de grands changements dans sa propre posture, dans son individualité de leader, parfois un peu isolé, puisque c'est peut-être lui qui va avoir à le plus faire bouger sa place dans l'équipe du fait de l'adoption de l'acratie. Donc, typiquement, un coaching pour un dirigeant, c'est quelque chose de très classique lors d'une adoption de l'acratie, tout comme des managers ou des personnes en situation habituellement de management d'autres membres de l'équipe, quoi. Il y a une question à laquelle j'ai envie de répondre. Comment équilibrer entre une personne très charismatique qui peut plus facilement convaincre qu'une personne introvertie? Justement, en fait, en holacratie, il n'y a pas ce genre d'écueil, tout simplement parce que c'est le facilitateur qui distribue la parole et que, par exemple, en gouvernance, en tour de réaction, chaque personne peut réagir sur la proposition du proposeur et surtout ne pas rebondir sur ce que les autres ont dit. Ça, c'est vraiment hyper important. Et comme chacun a un espace de parole, en fait, tous les caractères peuvent s'exprimer. Ceux qui ont besoin d'en dire un peu plus, ils en disent un peu plus. Ceux qui n'osaient pas dire, ils ont un espace sécurisé pour prendre la parole de manière individuelle. Et à la fin, c'est celui qui propose qui décide, et c'est pas celui qui est charismatique qui décide à la place de celui qui propose. Donc ça permet vraiment de faire le tri et d'accueillir toutes les personnalités et les profils différents dans une équipe, sans délaisser les profils les plus timides et les plus introvertis. Il nous reste 3 autres questions. Je vous propose qu'on prenne 10 minutes de plus et qu'on termine à 9h10. Juliette, ça convient pour toi? Ouais, il faudra vraiment qu'on termine à 10 parce qu'après je dois partir. Donc... Très bien, entendu. Comme ça nous laisse le temps de traiter 3 autres questions qui, je trouve, sont assez importantes pour qu'on puisse bien boucler sur le sujet. Il y a une question qui nous demande notamment comment sont intégrés les nouveaux dans l'organisation. Je peux vous parler d'une expérience qui s'est produite récemment pour nous avec l'arrivée d'une stagiaire pour qui on n'avait pas encore, pour qui on a attendu qu'elle arrive dans l'organisation pour construire des rôles et l'intégrer dans les cercles en fonction des missions qui lui étaient confiées. Donc, typiquement, on a créé des espaces pour qu'elle puisse avoir une place dans les cercles où il y a le plus d'activités. Ce qui me fait dire que de nouveaux arrivants, au titre de salariés, d'associés, de stagiaires, je ne sais pas s'il y a une manière de faire, mais en tout cas, ce qu'on a pu faire et que je trouve qui a plutôt bien marché, a été de faire une incrémentation petit à petit en fonction de ce qui faisait la réalité de la personne. Et dans l'organisation, il y a sûrement déjà des rôles qui correspondent à ce qu'on attend, à ce que sait faire cette personne. Je pense à notre nouvel associé Solène. Il a très rapidement intégré des rôles qui correspondent à sa réalité professionnelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est de donner une place aussi au chapitre dans les cercles pour les nouveaux arrivants, pour qu'en réunion de gouvernance, eux aussi puissent apporter des tensions et modifier aux besoins des rôles qui correspondent à leurs envies, qui pourraient porter aussi la raison d'être du cercle supérieur. J'ajouterais que à mon sens, nous, on a vraiment une culture de la modélisation et de l'expérimentation pour que quelqu'un prenne à bras-le-corps holacratie. Ce qui me semble indispensable, c'est que la personne soit en immersion dès le début, même si elle n'a pas de rôle, qu'elle soit embarquée dans un cercle où il n'y a pas besoin d'avoir la crainte que des informations soient diffusées dont la personne ne devrait pas connaître le contenu. Mais si c'est un cercle qui n'a pas vocation à être confidentiel, il faut embarquer les gens et qu'ils voient déjà au moins comment ça se produit. Parce que là, même pour vous, on vous parle aujourd'hui de holacratie, mais techniquement parlant, vous ne voyez pas comment ça se passe une réunion de triage, comment ça se passe une réunion de gouvernance. Et quand on est immergé, déjà, c'est intéressant de voir comment les gens au début sont surpris et puis au fur et à mesure s'adaptent avec le temps et comprennent l'intérêt de la codification, le fait que ça permet de prendre des décisions plus robustes et plus rapides. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire du côté de l'immersion et de la pratique, quitte à les mettre juste en observation au début, même s'ils ne font rien, mais au moins de comprendre la mécanique en fait, qui est un peu particulière
dans les réunions holacratie. Je pense que ça, c'est vraiment un élément déterminant. Oui, complètement. Dans cette même question des rôles, une autre question d'un participant, comment gérer un arrêt maladie assez long qui reprend les rôles? C'est une question qu'on a déjà eue et à laquelle, dans notre quotidien d'équipe, on a déjà été confrontés, notamment, par exemple, pendant des congés qui s'étalent sur 3 semaines, par exemple. Eh bien, comment l'organisation continue de fonctionner si la personne qui est énergisée de nombreux rôles de l'organisation est absente? Eh bien là, c'est de la responsabilité de la personne de dispatcher ses rôles. On attend d'elle qu'elle mette en place, donc qu'elle soit présente sur les redevabilités de ses rôles. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne qui fera tout. Elle peut confier des redevabilités ou des rôles en entier à des personnes. Et autre moyen d'y répondre, c'est typiquement démissionner d'un rôle et demander au leader du cercle de réaffecter ces rôles à d'autres personnes de l'organisation. Sur le sujet spécifique de l'arrêt maladie, qui est un sujet un peu particulier où mécaniquement, les personnes souvent qui partent en arrêt maladie n'ont pas le temps de redispatcher elles-mêmes leur rôle. Il y a de toute façon quelque chose qui est aidant dans la mesure où, en holacratie, le fait de mettre de l'explicite partout, déjà, ça permet de savoir qu'est-ce que faisait cette personne. Quand ça fait déjà un certain temps qu'on pratique, en général, on a mis de la lumière à peu près sur toutes les missions de la personne. Donc déjà, on a dans le logiciel servi sur un plateau d'argent toutes les missions que la personne énergisait. Et il y a plusieurs manières de faire selon la culture de l'entreprise. Mais en holacratie, en tout cas, il y a quelque chose qui est écrit là-dessus, c'est que c'est le leader du cercle, on vous en a pas parlé ce matin parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais le leader du cercle a pour mission d'affecter des personnes au rôle. Un rôle vacant, par définition, revient au leader du cercle. Donc normalement, le leader du cercle, il s'organise comme il veut pour affecter des personnes au rôle vacant. Ça peut être sur la base d'une discussion avec plusieurs membres de l'équipe. S'il y a une bonne communication dans l'équipe, il y a de la confiance et de la solidarité. Ça peut être d'une façon un peu plus autoritaire si le fonctionnement de l'organisation est déjà comme ça. Et en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. En tout cas, l'idée d'avoir plusieurs rôles, c'est aussi l'idée de pouvoir dispatcher les tâches et d'éviter qu'une seule personne se retrouve à devoir gérer le poste en entier d'une autre personne. Parce que les rôles en organisation, vous l'aurez compris, ils ont des missions plus petites, ils ont des vocations plus granulaires. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, dans l'organisation CMAOI, j'ai 40 rôles. Et du coup, je n'ai pas qu'un seul poste, mais j'ai 40 rôles. Et dans ces rôles, il y en a des gros, il y en a des très petits. Et donc, le jour où je m'en vais, mes 40 rôles, ils ne vont pas être tous refilés à la même personne. Il y a 6 personnes dans l'équipe, ça va se distribuer comme ça, selon les appétences, selon les compétences, selon l'envie aussi. Donc, c'est vraiment à voir en fonction de votre culture d'entreprise, du type de mission qu'avait la personne, de la durée de son absence. Enfin, il y a plein de choses, plein de paramètres à voir. Voilà, je pense que le premier niveau de réponse à cette question-là, c'est ça. Complètement. Et une dernière question, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne fait pas partie d'un cercle et n'a pas de rôle? Quelqu'un qui ne ferait pas partie d'un cercle et qui n'a pas de rôle ne pourrait pas être présent autre qu'en observateur aux réunions de triage et de gouvernance. Et encore, c'est un principe sur lequel nous, on est vraiment... par exemple, si on était une entreprise plus grande et que quelqu'un nous dise demain, tiens, moi j'ai envie de venir observer votre réunion sur tel sujet alors qu'il n'a rien à voir avec le sujet, il faut bien voir quelles sont, en fait, c'est quoi les motivations pour venir observer une réunion. Normalement, en holacratie, on n'a pas de rôle d'observation. Nous, on a choisi de le faire parce qu'on a accueilli une stagiaire chez nous et qu'on n'est que 7 et qu'il fallait absolument qu'elle soit au courant assez vite de ce qui se passe dans notre organisation. Mais dans une organisation plus grande, normalement, quelqu'un qui n'a pas de rôle dans le cercle n'a rien à faire dans le cercle s'occupe de son propre sujet. Par contre, s'il y a un besoin à un moment donné de faire un pont entre plusieurs cercles, il y a un rôle qui sert à ça, qui s'appelle le représentant de cercle, et qui est là pour s'assurer que le besoin de son cercle est entendu soit dans un autre cercle, soit dans le cercle du dessus. Donc on peut inviter un représentant du cercle dans une réunion pour qu'il porte la voix du cercle dans son entièreté. Et ça, c'est un rôle qui existe et qui est dans chaque cercle et qui doit être affecté dans chaque cercle. Après, mécaniquement, si vous vous mettez à faire holacratie,
Au début, peut-être que vous n'aurez pas le temps d'encoder tous les rôles de tout le monde, mais après, ça arrive très vite. Dès que les gens se prennent au jeu, en réunion de gouvernance, on commence à voir apparaître même des petits rôles, et ça vaut le coup de commencer même très petit. Un rôle qui est très petit chez nous, c'est le rôle boîte aux lettres. C'est Sarah qui, tous les jours, va relever le courrier dans la boîte aux lettres. N'empêche que c'est une action qui lui prend 5 minutes tous les jours, mais c'est une action récurrente et on a une attente envers Sarah, c'est qu'elle aille bien vérifier le courrier, donc on a créé un rôle qui s'appelle boîte aux lettres. Et pourtant, c'est un tout petit rôle, mais n'empêche que ça fait l'objet d'une action récurrente. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Sarah. Non, ça me paraît clair. On a une grosse question qui vient d'arriver. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre dans le peu de temps qui nous reste, qui concerne du coup comment se détermine l'embauche d'une personne dans une organisation en holacratie. On définit ses rôles en amont pour savoir quel type de profil on recherche, ou alors on embauche une personnalité et on lui affecte des rôles. Ben, ça dépend de l'organisation. En fait, c'est une belle question, mais c'est dur d'y répondre parce qu'en fait, chaque organisation a sa façon de recruter. Si je me connecte à ce qu'on fait nous, on embauche plutôt des personnalités et des personnes. Et après, on brode avec la personne. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles elle a une expertise qu'elle a envie de nous amener, qui est compatible avec nos métiers? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une zone sur laquelle elle a envie de monter en compétence et que l'un de nous dans l'équipe peut l'aider à monter en compétence? Et jamais on ira préparer un rôle avant que la personne soit là. Parce que vraiment, dans l'holacratie, le principe de base, ce sont ceux qui font qui savent. Donc, mécaniquement, ce n'est pas avant que la personne arrive que nous, on design des rôles. C'est une fois qu'elle est là, on discute avec elle, on fait émerger des besoins, des envies, et en réunion de gouvernance, ça émerge assez naturellement. Mais ça, c'est vraiment c'est spécifique à l'entreprise, à sa culture, ça dépend vraiment des personnes. Et voilà, en tout cas, je vous réponds pour nous, mais je ne peux pas vous donner la réponse pour une autre entreprise. Et sur la question de l'embauche, je crois que le plus important, c'est l'adéquation avec la raison d'être et la culture de l'entreprise qui, pour nous, est tout à fait déterminant. Et après, on laisse toute autorité au rôle recrutement de définir ses critères et la manière dont il va procéder pour recruter ou non une personne. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, même si je vois encore qu'on a des questions qui arrivent. Je vous remercie beaucoup pour la richesse de vos questions. Ça a été super intéressant de pouvoir voir toutes vos interrogations et la complexité de ce sujet. J'espère qu'on a pu vous apporter quelques éléments de réponse. Pour finir ce webinaire, Juliette, je te propose un petit tour d'inclusion, enfin de déclusion du coup. Avec quoi est-ce que tu repars de ce webinaire qui se termine à 10h09 ce matin? Je repars avec de l'énergie. Merci pour vos questions. Je suis agréablement surprise. On a beaucoup de questions ce matin, plus que d'habitude, et c'est chouette, sur un sujet qui nous tient à cœur. Voilà, et un peu comme notre webinaire de vendredi, je crois que j'ai vraiment hâte de vous retrouver physiquement. C'est super de vous parler et c'est encore mieux de vous voir. Donc voilà. Voilà pour moi. Et pour ma part, vraiment, merci beaucoup pour le nombre de questions qui est apparu ce matin. J'ai vraiment l'impression qu'on pourrait parler de holacratie pendant des heures, mais d'avoir un aiguillage sur vos centres d'intérêt et vos questions sur ce sujet, c'est vraiment quelque chose de passionnant et qui permet d'être au plus proche des questions des autres. Donc, je me suis sentie à votre service et c'était très plaisant. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je profite pour vous faire une petite annonce en vous disant que cet après-midi, on animera un autre webinaire à 13h30 sur la question de comment minimiser le travail inutile. Un sujet passionnant et on sera ravis de vous accueillir aussi pour y participer. Merci, bonne journée.